Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la sagesse divine des animaux de Stécie de Marco. Voilà la pochette de l'oracle La sagesse divine des animaux de Stécie de Marco. Je vous montre parce que du coup ça fait une jolie couleur en fait quand on bouge la pochette. Au dos, on va donc découvrir 3 cartes qui font partie du jeu. Un petit texte explicatif qui est le suivant. De par le monde, de par les siècles, les animaux, leurs voix, leurs énergies ont toujours fait partie de nos cultures et de nos traditions. Les récits ancestraux relatant leurs liens ténus avec les dieux et les déesses cristallisent depuis l'aube des temps leur caractère sacré, tandis que notre société laisse pour compte ce règne animal si précieux. Le temps est venu pour nous, humains, de retrouver cette connexion puissante et essentielle. Présentant des animaux du monde entier et le mythe qui leur est associé, cet oracle unique et splendide vous délivrera des messages empreints de vérité et de bienveillance. Au mois de février 2022, le jeu est à 24,90 €. On va maintenant découvrir comment le jeu se présente à l'intérieur du coffret. Donc dans un premier temps, vous avez le petit livre explicatif qu'on découvrira après. Et vous avez les cartes avec à l'intérieur du coffret de la géométrie sacrée. Voilà. On va aller le positionner de ce côté. Alors, c'est un jeu que je vais découvrir en même temps que vous. Vous voyez, il est tout neuf. J'enlève le plastique qui retient les cartes. Donc, et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse et je remercie vraiment mes clients qui ont la gentillesse de me ramener leurs jeux pour que je puisse les filmer puis vous les faire partager. Parce que voilà, ma chaîne est encore pas assez connue et du coup, je ne bénéficie pas comme certaines autres chaînes de jeux qui leur arrivent comme ça pour faire les démos. Donc merci beaucoup à mes clients de me ramener des jeux pour que je puisse vous en faire profiter. Alors, le dos de la carte est comme ceci. Donc vous avez, je ne sais pas si vous voyez, hein, vous avez la tête de tigre, la tête de cheval, le lapin. Vous avez le taureau, peut-être que j'en oublie, j'en vois peut-être pas d'autres. Vous avez les lunes aussi, enfin il y a plein de choses qui apparaissent sur le dos de cette carte. Vous avez de la géométrie sacrée aussi. Donc un magnifique dos de carte. La tranche, elle est classique, il n'y a pas de dorure, il n'y a, voilà, pas de... C'est une tranche blanche, vraiment cartonnée quoi, classique. On va maintenant découvrir les cartes, comment elles se présentent. Donc, la première, c'est le gorille. Alors, il y a écrit paix aussi. Alors, ensuite, on a le lynx avec les secrets. Le renard roux, c'est la stratégie. C'est vrai que le renard est futé. La chouette, c'est la sagesse. Alors, le carcajou, alors je ne connais pas cet animal, mais qui donc va signifier la combativité. Le carcajou. Les abeilles à miel pour la réciprocité. Le tatou qui va symboliser l'ancrage. La tortue de mer qui est la stabilité. Le jaguar pour le lâcher-prise. On dirait Ganesh. Alors, l'éléphant pour le leadership. Le cerf pour le pouvoir.
Le renard volant pour la bienveillance. La tarentule pour la connexion. L'hippocampe, c'est l'égalité. Le léopard des neiges, qui est l'observateur. Les petits suricates pour les responsabilités. Le loup qui va représenter l'authenticité. La loutre de mer pour la transformation. Le bouc et la chèvre pour la fiabilité. Le cygne qui symbolise la beauté. La lionne pour la protection. L'ibis sacré qui est le symbole de l'apprentissage. Le corbeau qui annonce les nouvelles. Le cheval qui symbolise la liberté. Le faucon pèlerin pour l'observation. L'ours polaire qui va symboliser les ancêtres. Le castor, c'est le travail. Le papillon qui symbolise l'âme. La grue à couronne rouge pour la loyauté. L'orque pour le chant des pistes. Le lièvre qui va représenter les cycles. Le rhinocéros pour la modération. Le caméléon qui annonce le changement. Le tigre pour la volonté. Le bison qui représente les rituels. Le requin pour la raison d'être. Le chat qui va symboliser nos intuitions. La hyène qui représente la peur. Le paon, c'est la prospérité. Le taureau qui symbolise les sacrifices. Le chien qui symbolise la compagnie. Le dauphin pour le bonheur. Le serpent pour la création. Et enfin le chacal pour la vérité. Alors, on va maintenant découvrir le petit livret et comment il est présenté, comment il détaille les cartes à l'intérieur. Donc, au début, vous avez le petit sommaire. Vous avez ensuite l'introduction. Pourquoi est-ce que Stécie de Marco a fait cet oracle sur les animaux? Comment utiliser les cartes? Comment les tirer aussi? Donc, le tirage avec une seule carte, le tirage avec 3 cartes, avec les 4 éléments. On a aussi un tirage à 7 cartes, le tirage du timing. Bon, après, là, elle vous explique comment consacrer vos cartes.
Et les cartes, vous allez voir, les messages ne sont pas des petits messages, c'est des messages qui font à peu près 3 pages, où vous avez la mythologie, excusez-moi, l'animal, la magie, les symboles et le statut. Et donc, vous avez ça à chaque fois, hein, la mythologie, l'animal, la magie, les symboles et le statut. Donc voilà, ce qui fait que ça fait un bouquin qui est assez épais pour pouvoir détailler toutes les 44 cartes du jeu. Donc on va maintenant aller voir comment interpréter un tirage. Donc on va faire le tirage à 3 cartes, hein, mais comment on va pouvoir aller interpréter un tirage avec ce genre d'oracle. Là, il va falloir bien que je batte les cartes parce que le jeu est en 9. Sinon, on va toutes les avoir dans l'ordre. Qui c'est qui nous fait un petit coucou? Le cheval avec la liberté qui nous fait un petit coucou. Alors, je suis curieuse de savoir comment on va interpréter cet oracle, en fait, puisque ce sont des animaux. Alors, est-ce qu'on va se baser, vous savez, sur le petit mot-clé qui relie, qui est marqué sur chaque carte, hein, qui symbolise l'animal en question? Est-ce que c'est plutôt la mythologie? Enfin, on va découvrir ça ensemble. Hop, on va couper. Et celui qui vient nous faire un petit coucou, c'est le lynx. Alors, est-ce qu'il a des secrets à nous révéler, ce lynx? Alors, hop. On va étaler les cartes pour pouvoir faire le tirage. Donc, en pierre, qu'est-ce que j'ai choisi? Donc, j'ai choisi une pierre de lune. Alors, elle est considérée comme pierre de lune noire, mais très particulière parce qu'elle est assez claire. Je sais pas, attendez, j'arrive pas à vous faire voir les magnifiques reflets qu'elle fait. Il faut déjà que moi je les trouve. Voilà. Eh bien, elle ne veut pas trop se montrer. Ah, si, peut-être de ce côté. Voilà. Donc, c'est une pierre de lune. Oups! Pierre de lune, voilà, un peu particulière. Voilà. Donc, qui travaille sur nos intuitions, qui travaille sur tout ce qui est les ressentis. C'est aussi une pierre qui est connectée à la féminité, qui est connectée à voilà, tout ce qui est hormonal lié à la femme. Voilà, mais on est vraiment sur une pierre qui est plus dans la médiumnité, dans les ressentis, les intuitions, les clairvoyances, clairaudiences, etc. Je vous ai aussi sélectionné une célestite. Alors, la célestite, c'est les connexions célestes, tout simplement. Elle porte bien son nom pour ça. Avec une très très belle pierre de communication qui nous aide à mieux communiquer, qui va aussi amener la paix, la sérénité, communication douce. C'est une pierre qui fait remonter le taux vibratoire quand on est dans des lieux où il y a beaucoup de stress, beaucoup d'énergie assez basse. Donc elle permet de faire remonter un peu les énergies pour être dans des énergies beaucoup plus sereines. Belle pierre aussi à mettre dans la chambre d'un bébé s'il pleure souvent la nuit, s'il a besoin d'être rassuré, d'être réconforté. Et je vous ai également sélectionné une pierre des fées, qui est une très très belle pierre de protection, un beau talisman qu'on pouvait mettre à la maison pour protéger la maison ou que l'on pouvait porter sur soi pour se protéger soi-même. Une pierre aussi qui amène la fertilité et puis les connexions également avec tout le monde féerique, etc. Alors, on va donc faire le tirage à 3 cartes. Et donc, c'est parti pour la première pierre de lune. Pierre de lune noire. Presque même grise, plus que noire.
On va donc donner cette première carte, cette deuxième carte, et, oups, attention, j'ai mon fil qui ressort. Et on va du coup, hop, lui mettre cette troisième carte. Alors, ensuite, pour la célestite, il y en a une qui est sortie. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Et pour la pierre des fées, on va prendre celle-ci puisqu'elle voulait venir. Ensuite, on va prendre celle-ci. Et la petite dernière. Voilà. Alors, on va commencer le tirage par les personnes donc, qui avaient choisi ma jolie pierre de lune. Pierre de lune noire, pierre de lune grise. Voilà, elle montre mieux son reflet là. Hein. Voilà, elle veut être sélectionnée celle-ci. Allez, on va remonter un petit peu celle-ci pour se faire un peu plus de place. Donc, pour les personnes qui avaient sélectionné la pierre de lune noire, donc on a le pan qui donc est symbole de prospérité qui est ressorti. On a le renard roux pour la stratégie. Et on a l'éléphant pour le leadership. Donc voilà les trois cartes de votre tirage. Alors attendez, si je les mets un peu plus haut parce qu'on a la lumière de la perche. Voilà, comme ça on voit bien les cartes. Donc, un éléphant, un renard roux et un pan. Alors, donc les messages sont un petit peu longs, donc on va prendre le temps de tout lire pour que vous ayez bien tous les messages, les ressentis, ce qu'elle peut vous dire en fait, hein, parce que comme je le dis souvent, on a chacun des chemins de vie qui sont différents et peut-être que quelque chose qui va moi pas forcément me parler ou attirer mon attention va peut-être carrément vous parler, carrément voilà vous amener une réponse peut-être à des questions que vous pouviez vous poser. Donc on commence par l'éléphant. L'éléphant donc qui nous dit le leadership. Il est temps d'aller de l'avant et de montrer la voie. Maintenant, soyez le leader de votre vie. Si vous voulez accomplir quelque chose, prenez vous-même l'initiative. Soyez l'exemple que les autres suivront. Ne dirigez pas la force, ne dirigez pas par la force, mais par l'inspiration. Donc là, on est déjà sur une carte qui vous dit de passer à l'action, de mettre des choses en place. Donc la mythologie liée à cette carte, donc le dieu hindou Ganesh. Ah ben vous voyez, en même temps c'était quand même pas difficile à voir que ça ressemblait à Ganesh, mais donc voilà, c'est bien ça. Le dieu hindou Ganesh fut créé dans l'argile par la déesse Pavarti. Quand son mari Shiva rentra chez lui après une longue absence, la première chose qu'il vit fut un beau jeune homme aux côtés de sa femme. Furieux, il l'attaqua et lui coupa la tête. Pavarti lui révéla alors qui était Ganesh, et Shiva envoya ses soldats chercher la tête de tout être endormi qui faisait face au nord. Ils trouvèrent un éléphant et sa tête fut attachée au corps de Ganesh. La vie de Ganesh fut restaurée et Shiva déclara que, désormais, ce jeune homme à tête d'éléphant devrait être vénéré par la communauté et son nom invoqué comme une joyeuse bénédiction avant de s'engager dans des entreprises importantes telles que les affaires commerciales ou des développements et des projets de toutes sortes. Ce serait Ganesh qui s'assurerait qu'aucun obstacle ne serait placé sur le chemin des actions justes, mais ce fut également lui qui plaça des obstacles pour encourager les gens à prendre des directions différentes. Aujourd'hui, Ganesh est l'un des dieux hindous les plus aimés.
Où que vous vous trouviez dans l'Inde moderne, vous pouvez voir la joyeuse déité à tête d'éléphant, en équilibre sur une jambe et chevauchant souvent une souris, repoussant vos soucis et votre négativité et vous ouvrant la voie vers le meilleur chemin possible. Les éléphants sont abondamment représentés dans la mythologie africaine et asiatique. La plupart des récits décrivent leur sagesse, leur force et leur capacité à ouvrir une guidance dans des situations difficiles. Alors, concernant l'animal, il existe actuellement 3 espèces d'éléphants sur Terre. L'éléphant de savane d'Afrique, l'éléphant de forêt d'Afrique et l'éléphant d'Asie. Toutes les espèces d'éléphants ont de longues trompes préhensiles qu'ils utilisent pour respirer, porter la nourriture à leur bouche et communiquer, et pour boire et se laver. Leur trompe utilisée en combinaison avec leur corps leur sert à repousser des obstacles sur leur chemin. Les éléphants ont des pattes étonnantes conçues pour répartir leur poids sur une grande surface et qui leur permettent de se déplacer très silencieusement compte tenu de leur taille. Ils émettent des sons à la fois soniques et infrasoniques, donc tout ce qui est les basses fréquences. Les scientifiques ont mesuré les communications infrasonores des éléphants d'Afrique de 15 à 35 Hz, avec des niveaux de pression acoustique allant jusqu'à 118 décibels, leur permettant de communiquer jusqu'à 10 km à travers le sol. Bien que les humains ne soient pas capables de comprendre ce que ces appels signifient, ils peuvent cependant en percevoir les vibrations. Les éléphants vivent en groupes familiaux et se joignent souvent à d'autres groupes familiaux pour former de grands troupeaux. Ils constituent une structure sociale matriarcale et sont dirigés par une matriarche plus âgée et expérimentée. Elle garde en mémoire l'environnement pour le groupe, pouvant ainsi le conduire vers les points d'eau en période de pénurie. Et elle est également l'organisatrice de la défense du groupe si celui-ci est menacé. Les éléphants sont extrêmement intelligents et font preuve d'une vie émotionnelle très riche. Ils pleurent ouvertement leur mort et retournent aux endroits où reposent les squelettes de ceux qu'ils ont connus. Concernant la magie, donc la magie des éléphants est puissante mais calme. Elle peut être utilisée lorsque vous souhaitez que des obstacles soient levés ou pour sortir d'une situation floue. Les éléphants sont sages et savent tracer la voie et c'est là, je tourne la page, et c'est là que leur magie est si efficace. Si vous souhaitez devenir un meilleur leader ou tout du moins un leader plus sage, ou si vous voulez attirer une telle personne dans votre vie, demandez à l'éléphant de vous transmettre son énergie. Concernant le symbole des éléphants, donc un éléphant avec la trompe en l'air, un garçon à tête d'éléphant, un guerrier avec une tête d'éléphant, un éléphant avec une souris. Donc ça, c'est tous les symboles. Et enfin, je regardais sur la carte si on voyait la petite souris puisqu'elle en parle. Mais je ne la vois pas, ou à moins qu'elle soit planquée en dessous, là, mais en tout cas, je ne la vois pas. Et enfin, donc le statut, les éléphants d'Afrique sont une espèce vulnérable, principalement à cause du braconnage. Les éléphants d'Asie sont en voie de disparition en raison de la destruction de leur habitat. Bon, là, on a la première, donc, première signification liée, enfin, première explication liée à cette carte. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'éléphant, de l'animal qu'il est. Après, si on avait vraiment à nous interpréter notre tirage, on a quoi? On a la sagesse, on a la famille, hein, puisqu'ils se déplacent en troupeau. On a aussi tout ce qui est lié au leadership, passer à l'action, avec une force, mais une force tranquille, puisque l'éléphant est une force tranquille. Voilà, après, je pense que c'est à vous vraiment d'aller interpréter par rapport à tout ce qui peut ressortir, en tout cas par rapport à l'animal, par rapport à la magie, voilà, magie des puissant, calme,
tout ce qui peut être aussi de relever des obstacles aussi. Quand il y a des obstacles sur votre chemin, vous pouvez faire appel à l'éléphant pour vous aider à sortir d'une situation qui est floue, à avoir la sagesse en fait de trouver votre voie, en fait, de vous remettre sur votre chemin. Voilà, ce qui peut en ressortir avec cet animal qui est l'éléphant. On va maintenant aller voir donc le renard roux. Qu'est-ce que lui nous apporte? Donc, le renard roux, c'est au niveau de la stratégie. Mettez en place une méthode pour parvenir à ce que vous désirez. C'est un temps de transformation aussi. Ne cachez pas ce que vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas séparé de votre environnement, mais vous en faites pleinement partie. Soyez patient, une opportunité va se présenter. Donc, dans la mythologie, les kami sont les esprits vénérés dans la religion shinto. Ils peuvent être des rochers, des arbres, des animaux et même des phénomènes tels que la foudre ou les esprits d'ancêtres décédés. Les kami sont les manifestations d'un concept appelé musubi, qui représente la puissante force vitale qui réunit toutes choses en un tout. Les kami sont des esprits de la nature ou des manifestations de la nature elle-même. Au Japon, Inari est la déesse associée à la prospérité, aux bonnes récoltes de riz, à la fabrication du saké, à la fertilité et au renard Kitsune, qui est à la fois son messager et avatar. On trouve souvent un kitsune portant un bavoir rouge à l'entrée des temples d'Inari, car ils sont les gardiens des portes sacrées. Le culte de la déesse Inari remonte probablement à avant Jésus-Christ. Cependant, le temple le plus ancien qui a été retrouvé date d'environ 700 ans après Jésus-Christ. Les symboles d'Inari sont le renard, la gerbe de riz et un bijou porte-bonheur. Les bavoirs votifs rouges sont offerts en signe de respect. Les dévots font des offrandes dans les temples aux messagers renards composés de saké, de riz et de tofu frit afin d'obtenir en échange leur aide pour gagner la faveur des dieux. Je suis désolée si vous entendez ma chienne ronfler à côté. Là, ce bruit, c'est ma chienne qui se repose et profondément. Bon, je reprends le texte. Les kitsune sont assez mystérieux en ce sens qu'ils sont considérés comme étant féminins, masculins ou androgynes. Et l'on dit d'eux qu'ils peuvent incarner à la fois le bien et le mal. Dans les récits mythologiques, ils changent souvent de forme pour enseigner une leçon à quelqu'un, et ils utilisent des stratégies pour que l'on ne sache pas que ce sont des kitsune. En effet, bien que le kitsune puisse prendre une forme très ressemblante à celle de sa cible, par exemple celle d'une femme, il reste physiquement vulnérable et certains êtres peuvent le détecter. On dit qu'un kitsune qui prend la forme d'une femme ne peut pas passer devant un miroir car le miroir attrapera la queue du renard. On dit aussi que les chiens sont capables de voir la vraie forme du kitsune et de briser le sort, et qu'un kitsune transformé ne doit donc jamais s'approcher d'un chien. Depuis longtemps liés à l'être humain, les renards sont présents dans les mythes et les contes des cultures occidentales, chinoises, russes, des Premières Nations d'Amérique et du Canada, ainsi que des régions arctiques. Alors, concernant l'animal, il existe 12 espèces du genre Vulpe et on les trouve sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Ils appartiennent à la même famille que les loups et les chacals, les canidés, bien que de nombreuses cultures les considèrent comme ayant les caractéristiques des félins. Le renard a une fourrure douce, longue et épaisse qui s'épaissit généralement à mesure que le temps se refroidit.
Depuis l'Antiquité, la fourrure de renard a été prisée par l'homme qui a chassé et élevé des renards à cette fin. Leurs sens dominants sont l'ouïe et l'odorat, mais ils possèdent également une très bonne vue. Les renards sont intelligents et capables d'éviter les pièges et les filets. Excusez-moi. Ils sont considérés comme des chasseurs patients qui observent les allées et venues de leur proie. C'est probablement le sens de la discrétion et de la stratégie de ces animaux qui a favorisé l'idée qu'ils sont des métamorphes. Il est vrai que l'on peut voir un renard arriver ou partir, mais rarement les deux. Dans certaines parties du monde, les renards se sont accommodés à la vie urbaine à mesure que leur habitat est devenu plus restreint. Certains réussissant très bien à s'adapter, bien qu'ils soient considérés comme des nuisibles. Malheureusement, la chasse au renard est légale dans de nombreux pays comme le Royaume-Uni, l'Amérique, la France et l'Italie. Alors, concernant la magie, donc si vous êtes en quête de prospérité ou si vous souhaitez avoir une meilleure connexion avec le monde à n'importe quel niveau, Inari Okami peut vous aider à trouver des bonnes méthodes stratégiques pour y parvenir. Inari et Kitsune sont une tradition vivante. Vous pouvez donc utiliser les moyens modernes du shintoïsme pour les honorer et, si vous êtes chanceux, vous pourrez visiter un jour un temple des Kitsune au Japon. La magie du renard est transformatrice et les renards peuvent vous aider à trouver la meilleure façon de surmonter toute situation difficile ou déconcertante. Concernant les symboles, donc c'est une queue touffue, 9 queues, un bavoir rouge, des yeux en amande, une femme avec une queue. Alors, concernant le statut, certaines espèces de renards sont en voie de disparition ou en danger critique d'extinction, comme le renard de Darwin. Le renard roux figure sur la liste des espèces peu préoccupantes. Donc voilà pour la deuxième carte. Et enfin, donc la carte numéro, donc le pan prospérité, et c'est donc la carte numéro 39. Bon, pour l'instant, en fait, de ce que je comprends dans le message de cette carte, c'est qu'il faut que vous soyez un leader, qu'il faut que vous mettiez des choses en action, que vous ayez une bonne stratégie, que vous soyez quand même un petit peu rusé, quoi, que vous soyez aussi, j'ai envie de dire, facilement dans l'adaptation, en fait, parce qu'on a vu que ça pouvait être aussi bien un homme, une femme, enfin, en tout cas, bien vous adapter. On va découvrir le pan, mais comme c'est la carte de la prospérité, on est quand même, voilà, passer à l'action, bien s'adapter pour pouvoir bénéficier d'une belle prospérité. Moi, je le lis comme ça. Alors, la prospérité. Donc, la prospérité est en route. Un flot d'abondance vient à vous. Attendez-vous à une nouvelle source de revenus. Nettoyez votre maison ou votre bureau pour permettre à l'énergie de circuler. N'ayez pas peur du succès. Vous pouvez vous relever de situations difficiles. En fait, si vous voulez, bon, si vous achetez ce jeu, s'il vous plaît, en fait, je vais vous montrer. Là, dans tout le texte, finalement, si vous lisez juste ça, c'est la partie qui vous concerne. Parce qu'après, la partie mythologie, bon, bah, ça va être la mythologie de l'animal. L'animal, on vous décrit ce que c'est que le pan. Bon, la magie, les symboles, bon, bah voilà, les symboles, on a vu. Un statut, enfin, vous voyez, mais vraiment, si vous voulez faire une guidance avec ce jeu-là, c'est vraiment la première petite partie là qui est juste à côté de la carte, en fait, qui vous dit ce qui vous correspond à vous, quoi. Alors, bon, on va quand même lire ce qu'il est dit sur le pan, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est 3 pages de lecture, alors que si vous voulez faire une guidance, finalement, vous pouvez lire, voilà, juste cette petite partie, et vous aurez déjà des réponses sur ce que vous avez à mettre en place, quoi. Alors, concernant donc la mythologie,
Le paon indien est l'oiseau national de l'Inde et on le trouve dans de nombreux récits de la mythologie hindoue. Selon les croyances hindoues, le paon a été créé à partir d'une plume de l'oiseau mythologique Garuda. Le dieu Shiva chevauche un paon pour aller au combat. Krishna porte un turban orné de plumes de paon. Indra, après s'être abrité de ses ennemis sous l'aile d'un grand paon, a récompensé ce dernier en lui offrant 1000 yeux sur ses plumes pour qu'il n'ait plus jamais à craindre les serpents. La croyance veut que les plumes de paon apportent la prospérité dans une maison. Et cette croyance est associée à la bienveillante Lakshmi, la déesse hindoue de la richesse, de la lumière et de la prospérité. Cette magnifique déesse aux longs cheveux, à la peau dorée et vêtue d'un sari rouge, est souvent représentée entourée par 2 éléphants royaux, l'arrosant abondamment avec leurs trompes, et un flot de pièces d'or s'écoulant de ses mains. Elle est assise sur un lotus, fleur symbolisant l'émergence après une période éprouvante. Lakshmi est parfois représentée avec son fils Ganesh, le dieu qui enlève ou pose des obstacles. Son expression est toujours calme, gracieuse et bienveillante, ce qui est parfois le contraire de ce que nous éprouvons vis-à-vis de l'argent et de nos finances. Si vous mettez des plumes de paon chez vous, elles attireront l'abondance et la bénédiction de Lakshmi elle-même. Diwali, également appelée fête des Lumières, est une fête très populaire en Inde qui lui est dédiée. Des lampes à huile et des bougies sont allumées dans chaque maison, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur des magasins. Ces lumières ne sont pas uniquement allumées pour honorer la déesse, mais également pour recevoir sa bénédiction et attirer la prospérité. On dit aussi que les plumes de paon éloignent les mouches et autres insectes nuisibles de la maison et qu'elles permettent de rester en très bonne santé. Alors, concernant l'animal, les paons sont endémiques en Inde, au Sri Lanka et dans d'autres pays d'Asie du Sud. Il s'agit d'une espèce qui a été introduite dans le monde entier. Les femelles, les paons, enfin attendez, comment on dit un paon? Donc un paon, sont plus petites que les mâles et leur plumage est de couleur marron. Les mâles ont des couleurs remarquables et une queue entraîne, qui, lorsqu'elle est dressée en éventail et forme la fameuse roue, présente des motifs ressemblant à des yeux. Bien qu'il existe un certain débat autour de la raison pour laquelle un paon fait la roue, il a été suggéré qu'elle indique la vitalité et la bonne santé du mâle et sa capacité de séduction lors de la parade nuptiale. Lorsque nous observons un paon dans un parc ou un zoo, nous ne saisissons peut-être pas à quel point cette queue est un lourd fardeau. Mais si vous avez la chance de voir un paon sauvage, vous comprendrez alors combien traîner un tel poids peut vulnérabiliser le paon face à ses prédateurs et rendre son envol difficile. Sa queue se prend dans les broussailles et elle est bien visible. Le cri du paon est puissant et résonne très loin. Les mâles ont des éperons pointus sur l'arrière de leurs pattes qu'ils utilisent pour se battre entre eux, pour une femelle ou pour un territoire. C'est un magnifique oiseau, mais il est doté d'un caractère difficile. Alors, concernant la magie de cet animal, la magie du paon est riche et chatoyante. Vous pouvez faire appel à cette énergie lorsque vous avez besoin d'abondance dans n'importe quel domaine de votre vie. À l'instar de la déesse Lakshmi, le paon représente la beauté et la pure lumière. Aussi, faites appel à cette énergie opalescente lorsque vous avez besoin de nettoyer et libérer votre espace. Alors, concernant les symboles du paon, donc les yeux,
une traîne de plumes, Shiva chevauchant sur un pan, un œil de plume de pan au niveau du troisième œil. Et concernant le statut, il est peu préoccupant. Donc voilà pour donc, du coup la signification de ces trois cartes. Alors maintenant on va passer à la signification des cartes pour les personnes qui avaient sélectionné la célestite. Donc nous avons la loutre de mer avec la transformation. Nous avons l'hippocampe qui va nous parler d'égalité. Et nous avons le tatou qui va nous parler d'ancrage. Alors, je remonte au maximum mes cartes pour que vous puissiez, voilà, éviter d'avoir la lumière de la perche sur les cartes. Et comme ça, on met notre célestite ici. Donc, donc les messages pour les personnes qui n'ont écouté que le tirage, les messages sont un peu longs puisqu'ils font 3 pages. Donc je vous montre, hein, ça fait 3 pages quasiment à chaque fois. Ah, même là, vous voyez, même presque que 3 pages et demie là. Donc 3 pages de texte. Mais en fait, si vous voulez vraiment une réponse par rapport à une question que vous vous posez, la première partie, là, en fait, c'est celle qui va vous donner un peu la signification de la carte. Après, sinon, c'est de la mythologie, c'est concernant l'animal, concernant la magie de cet animal, les symboles qui sont représentés autour de cet animal et le statut qu'il donne. Voilà. Mais vraiment, si vous voulez faire un tirage, il y a juste à lire la toute première petite partie que je vais d'ailleurs vous lire dès à présent. Donc, alors, le tatou. Si nous ne sommes pas ancrés, nous risquons de devenir déconnectés et inconsistants. C'est donc un aspect essentiel à développer. Commencez par aller à l'essentiel. Connectez-vous à l'énergie de la Terre. Évitez les drames dans toute situation. Il nous faut parfois savoir admirer les fleurs à nos pieds avant de regarder les étoiles. L'humilité est un trait positif. La fausse humilité ne l'est pas. Donc la mythologie qui entoure l'animal du tatou, le dieu marche lentement mais sûrement sur la terre. Il est d'un grand âge et s'appuie sur sa canne, mais se déplace harmonieusement. Ses chaussures sont lourdes, mais ses pieds ressentent la terre sous chacun de ses pas. Ce grand-père, Mam, est sage et éternel. Mais ne vous y trompez pas, le grand âge n'est pas synonyme de faiblesse, et Mam est puissant. Il est coiffé d'un oiseau de nuit, car il sort du monde souterrain. Il a les oreilles d'un jaguar et traverse d'un pas ferme les nuits les plus sombres. Il porte la cape en coquille de tatou, qui signifie qu'il est protégé et ancré et qu'il transporte tout ce dont il a besoin. Il fume des plantes visionnaires tout en ayant les pieds bien ancrés dans la terre. C'est un magicien qui tisse la trame qui réunit les mondes. Selon les codes de classification des dieux, il s'agit là du dieu El, l'une des plus grandes divinités mayas avant la conquête espagnole. Le dieu El est présent dans de nombreuses œuvres d'art maya, la plus célèbre se trouvant sur la porte du sanctuaire de Palenque, où l'on peut le voir en train de marcher. Les Mayas accordent une attention particulière à la représentation de leur dieu. Chaque vêtement représente le caractère et les qualités de la divinité en question. Le tatou, avec sa coquille, représentait non seulement un animal terrestre, mais aussi la protection d'un bouclier. On pense donc que Dieu, El, était associé à la guerre. Sa canne et ses chaussures particulières représentent un commerçant ou quelqu'un qui se déplace sur de longues distances d'une manière sûre et régulière. Dieu, El,
a peut-être joué un rôle dans le développement de la prospérité par le commerce. On trouve également les tatous dans la mythologie des Aztèques qui les appelaient lapins-tortues et dans certains récits des peuples autochtones du sud des États-Unis. Alors, concernant l'animal, les tatous sont des animaux particuliers en raison de leur carapace en forme de cuirasse. Une adaptation incroyable leur a permis de survivre et de traverser une longue évolution. La carapace est, en fait, constituée de plaques osseuses superposées et recouvertes de cornes appelées scutelles. Les scutelles sont rigides, en particulier sur la moitié avant de l'animal, et deviennent généralement plus souples au-dessus des pattes arrière et sur la queue. Le dessous de l'animal est poilu et sans carapace. Contrairement à la croyance populaire, seules quelques espèces de tatous se roulent en boule si elles sont menacées par un prédateur. La plupart tenteront de fuir en trouvant refuge sous des plantes épaisses ou des pierres où il sera très difficile de les atteindre. Les tatous trouvent leur nourriture dans la terre et leurs griffes sont parfaitement appropriées pour creuser efficacement ce qu'ils préfèrent. Ce sont les larves, les fourmis, les termites. Ils utilisent aussi leurs griffes pour creuser leur tanière ou leur terrier, où ils passent leur temps lorsqu'ils ne sont pas en quête de nourriture. Les bébés naissent dans les tanières, ce qui les aide à se thermoréguler, car leur température corporelle basique est basse. Il existe environ 21 espèces de tatous, le plus grand étant le tatou géant qui mesure environ 1,50 m de long et pèse 54 kg. Le plus petit ne mesure que 13 à 15 cm. Concernant la magie du tatou, donc la magie du tatou est profondément terrestre et ancrée. Elle est ancienne et profonde et peut être utilisée quand vous vous sentez déstabilisé et incertain. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez faire ou si vous avez subi un traumatisme ou un choc, utilisez la magie du tatou. Elle vous apportera la stabilité et la force. Alors, concernant les symboles, un vieil homme avec une cape de tatou, un bouclier, une armure, des griffes dans la terre. Et concernant le statut, certaines espèces sont classées comme vulnérables, la plupart sont menacées. Donc voilà pour le premier décryptage de cette carte. On va passer maintenant à la carte de l'hippocampe. Donc la partie qui est liée donc à votre question est la suivante. Donc c'est ce qui est lié à l'égalité. Recherchez l'égalité dans vos relations, en particulier dans vos relations intimes. Vous attirerez à vous ce que vous dégagez. Vous pouvez décider de votre avenir. Fuir vos peurs est rarement une bonne stratégie. Qu'il s'agisse de tâches domestiques ou d'un travail émotionnel, le moment est venu dans votre vie de tout partager équitablement. Alors, concernant la mythologie liée à l'hippocampe, on raconte que la belle nymphe Salacie vivait heureuse et comblée dans son jardin aquatique au milieu de magnifiques coraux et des hippocampes. Le roi des mers, le grand Neptune, la vit un jour et s'en éprit et la désira pour femme. Salacia était chaste, inexpérimentée. Elle eut peur de lui. Craignant qu'il ne l'emmène loin de tout ce qu'elle aimait, voire pire, elle partit se cacher dans l'un des océans les plus éloignés. Neptune, ne voulant lui faire aucun mal ni lui manquer de respect, envoya son dauphin préféré la chercher. Le dauphin parvint à retrouver Salacie et ses hippocampes, et ces derniers lui expliquèrent ses craintes.
Le dauphin leur assura qu'ils seraient heureux auprès de Neptune et que Salacie ne perdrait aucune des choses qui lui étaient les plus chères. Salacie consentit au mariage et Neptune l'aima et l'honora. Elle porta des perles dans les cheveux et conduisit un chariot à coquilles perlées conduit par des hippocampes et des dauphins, représentant l'égalité au sein de leur union. Alors, concernant l'animal, si vous avez déjà vu un hippocampe, vous avez pu constater à quel point ces animaux sont merveilleux. Nageant debout, ces poissons osseux, sans écailles, a une tête en forme de cheval et une queue qui s'enroule autour de la végétation marine. Ce sont des créatures magnifiques aux multiples couleurs. Leur taille varie de 1,5 cm à 14 cm et ils se déplacent de façon extrêmement délicate. La plupart d'entre eux ont un système de propulsion composé de nageoires qui oscillent rapidement, y compris leur nageoire dorsale. Ils se déplacent en flottant, se laissant porter par les courants marins. Ils n'ont pas de dents et aspirent leur nourriture. L'un des aspects les plus connus des hippocampes est leur cycle de reproduction et la forte implication des mâles dans l'élevage de leurs petits. Leurs rituels de parade nuptiale sont élaborés et peuvent durer plusieurs jours avant l'accouplement. Lorsqu'il est prêt, le mâle ouvre sa poche ventrale qui contient le sperme et la femelle y dépose ses œufs. Puis la poche se referme, les œufs sont fécondés et les bébés hippocampes grandissent bien protégés dans la poche ventrale du mâle. Sa poche lui donne l'air d'être enceinte. Lorsqu'ils parviennent à un âge viable, entre 5 et 2500 petits hippocampes sont éjectés de la poche. Alors, concernant la magie, comme la plupart des magies océaniques, la clé est la fluidité. Cependant, la magie des hippocampes s'avère être la plus bénéfique pour tout ce qui touche aux questions d'égalité. Si vous voulez être considéré comme un égal ou si vous êtes victime de discrimination basée sur le sexe, la race ou le statut social, faites appel à l'énergie des hippocampes pour qu'elle vous apporte équilibre et justice. Concernant les symboles, une tête d'hippocampe, un hippocampe tirant un chariot, une magnifique déesse de la mer accompagnée d'hippocampes. Et concernant le statut, il existe 43 espèces d'hippocampes dont la majorité est vulnérable ou en voie de disparition. Donc voilà pour la carte de l'égalité pour les personnes qui ont fait ce tirage. Il nous reste à découvrir la carte numéro 18 qui est la loutre de mer. Alors, la loutre de mer. Hop. Donc, qui représente la transformation. La transformation est une constante qui nous sert si nous savons l'accueillir. Elle nous permet de tirer les leçons du passé et de changer notre avenir. La seule chose que nous ayons à faire est de nous transformer nous-mêmes et non pas à chercher à transformer les autres, car cela est contraire au libre arbitre. Ne jugez pas les autres trop rapidement ou trop sévèrement. Détendez-vous et élevez-vous. Donc, mettez-vous à égalité par rapport aux autres, au lieu de vouloir prendre le dessus, tout en restant bien ancré, en fait. Alors, concernant la mythologie, la déesse galloise Céridwen était une experte en potions magiques et la reine de la transformation. Elle était souvent occupée au-dessus d'un énorme chaudron qui contenait de grandes potions bouillonnantes destinées à transformer ou à donner forme et à guérir. Céridwen avait un fils, Morfran, qui était très laid. Ne pouvant changer cela, elle décida d'utiliser sa magie pour lui offrir une profonde sagesse en guise de compensation.
Accomplir cela demandait cependant beaucoup de temps et d'expertise, car la potion était complexe à réaliser. De plus, il fallait la faire bouillir et la remuer constamment pendant 1 an et 1 jour. Si jamais la potion refroidissait et devenait indigeste, elle deviendrait inefficace. Elle était également très dangereuse. Seules les 3 premières gouttes absorbées seraient efficientes. Les autres tueraient instantanément. Pour l'aider, Céridwen trouva un jeune garçon, Gouillon, qui devait remuer la potion et alimenter le feu quand elle ne le pouvait pas. Le dernier jour du brassage, au petit matin, alors que Gouillon remuait la potion, 3 gouttes giclèrent hors du chaudron et tombèrent sur son pouce. Sans réfléchir, il lécha la potion et devint sage instantanément. Gouillon fut rempli de toute la sagesse destinée à Morfran. Effrayé et sachant que Céridwen serait en colère, Gouillon s'enfuit. Mais Céridwen avait vu ce qui s'était passé et se mit à la poursuite du garçon. La potion avait donné des pouvoirs magiques à Gouillon, qui peut se transformer en lièvre, mais Céridwen se transforma à son tour en lévrier de course pour pouvoir l'attraper. Lorsque Gouillon atteignit la mer, il se transforma en poisson, mais Céridwen se transforma en loutre de mer. Gouillon se transforma alors en hirondelle et s'éleva dans les airs, et Céridwen devient un faucon de chasse. Finalement, Gouillon se transforma en un petit grain de maïs, et Céridwen se transforma en poule et le mangea. Céridwen rentra chez elle, mais s'aperçut bientôt qu'elle était enceinte. Elle sut que l'enfant avait été engendré par Gouillon, et décida qu'une fois né, elle le tuerait. Un petit garçon naquit, mais il était si beau qu'elle ne put se résoudre à mettre fin à sa vie. Elle décida de coudre un sac en cuir dans lequel elle plaça le nouveau-né, puis le déposa sur l'océan. L'enfant survécut, sauvé par des loutres de mer qui l'allaitèrent, puis le ramenèrent sur la terre ferme. Un prince trouva l'enfant et le leva au sein de sa famille royale, et il devint le célèbre poète Taliesin. Alors, excusez-moi, je ne le connais pas celui-là. Taliesin. Alors, donc, concernant l'animal, la première fois que j'ai vu une loutre de mer, c'était au large de la côte de l'océan Pacifique Est. Elle était en train d'ouvrir un crabe sur son ventre avec une petite pierre. Elle se trouvait dans des eaux calmes de l'océan. Le soleil se couchait et elle ressemblait à un être humain qui prend son dernier bain de mer avant que la nuit tombe, appréciant les couleurs vives du soleil couchant. Les loutres de mer sont des mammifères qui vivent dans les eaux côtières, bien qu'elles évoluent dans des eaux froides. Elles emmagasinent peu de graisse et conservent la chaleur grâce à une épaisse fourrure imperméable. Leurs petites pattes arrière sont entièrement palmées, ce qui leur permet de se déplacer dans l'eau. Les loutres de mer sont l'un des rares animaux à utiliser des outils. Elles décrochent des pierres sur le rivage et s'en servent pour ouvrir les carapaces de leurs proies et écraser les crabes pour manger leur chair. Certaines loutres ont une pierre préférée qu'elles emportent partout. Elles flottent dans l'eau, sur le dos, emportant délicatement leurs petits sur leur ventre, et pendant leur sommeil, elles se tiennent la patte entre elles pour éviter de dériver. Alors, concernant la magie de la loutre de mer, dans presque toutes les cultures où l'on trouve des récits mythologiques sur les loutres, elles sont considérées comme des créatures hautement magiques, intelligentes et certainement transformatrices. Leur énergie sera la bienvenue lorsque vous travaillerez sur votre transformation personnelle. La magie de la loutre vous encourage à vous libérer de vos fardeaux afin de retrouver plus de légèreté.
Vous souvenez-vous de la sensation ressentie lorsque vous flottez dans l'eau sur le dos? Si vous vous contractez, vous coulez. Plus vous vous détendez et plus vous flottez. Alors, les symboles de la loutre de mer, c'est des bulles de loutre, un bébé loutre, des loutres sous la lune. Et concernant le statut, en raison des pratiques de chasse intensives et insoutenables pendant 200 ans, la population des loutres de mer est tombée à environ 1000 individus. La préservation de l'espèce a permis de faire remonter ce nombre à environ 3000, mais les loutres de mer demeurent une espèce en voie de disparition car leur aire de répartition est actuellement extrêmement restreinte. Donc voilà, vous avez donc un petit tirage concernant ces 3 cartes où on vous demande voilà, d'évoluer, de vous mettre à égalité vis-à-vis des autres, d'apporter des transformations en fait dans votre vie, tout en gardant bien les pieds sur terre, tout en étant bien ancré et protégé également, hein, puisqu'on a vu que la carapace du tatou était également considérée comme une protection. Et voilà, et puis après si vous avez d'autres interprétations hein, qui vous viennent en tête ou qui vous parlent, voilà, comme je le dis, hein, vous avez peut-être des réponses qui viennent de la part de ce tirage que moi je n'aurais peut-être pas forcément pensé à interpréter de cette façon. Alors, on va maintenant finir les tirages intemporels avec les personnes qui avaient choisi donc la pierre des fées et donc qui ont en tirage le rhinocéros avec la modération, le cerf avec le pouvoir et la tortue de mer avec la stabilité. Donc, la modération, le pouvoir et la stabilité. Alors, si vous n'avez pas regardé les autres tirages, je refais simplement voilà, la petite explication parce que ce sont des messages qui sont très longs. Vous voyez, qui font à peu près, là, pour celui-là, par exemple, 1, 2, 3, 4 pages, entre 3 et 4 pages. Mais en fait, si vous voulez vraiment avoir une réponse à des questions que vous pouvez vous poser, il n'y a vraiment que la première partie, en fait, qui est susceptible de vous amener des réponses, en fait. Parce que sinon, le reste, c'est de la mythologie concernant l'animal, c'est l'animal en lui-même. Et ensuite, bon, si peut-être dans la partie magie aussi, vous pouvez retrouver des petits mots-clés, des petites choses qui peuvent vous parler. Bon, les symboles, c'est les symboles liés à l'animal. Et puis le statut, après, bah, c'est le statut de l'animal de nos jours. Donc, bon, voilà. En tout cas, c'est vraiment la première partie qui va être intéressante concernant des réponses aux questions qu'on pourrait se poser. Alors, donc, je démarre avec la tortue de mer qui est liée à la stabilité. Donc, qui nous dit... Il est bénéfique d'agir à partir d'une base stable. Si vous avez besoin d'aide et de guidance, demandez-les, car vous êtes aimé et soutenu. Plongez-vous profondément dans l'étude de quelque chose plutôt que de vous contenter d'en effleurer la surface. Ne cherchez pas à toujours forcer les choses pour obtenir ce que vous voulez, mais posez une intention ou fixez-vous une direction, puis avancez vers votre objectif avec constance. Votre parcours ne doit pas être obligatoirement difficile et plein de drames. Voilà, avancez avec stabilité sur les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, concernant la mythologie de cette tortue de mer, donc une magnifique tortue de mer magique appelée Onupo Okea vivait dans les eaux de la grande île d'Hawaï. Elle était très heureuse, mais vint le temps pour elle de trouver un mari. Elle rencontra une tortue de mer forte et gentille appelée Onu-Ea, qui, elle aussi, était magique. Bientôt, le temps vint pour Onupo Okea de pondre ses œufs, et c'est ce qu'elle fit.
elle pondit un seul et unique gros œuf noir avec des motifs ressemblants à ceux de l'arbre Koïla. Pendant que les parents tortues attendaient l'éclosion de l'œuf, ils creusèrent un trou à proximité et ils le creusèrent si profondément qu'une source d'eau douce surgit et un magnifique étang se forma. L'œuf ne tarda pas à éclore et le bébé à sortir du sable. C'était une petite tortue femelle, tout aussi magique que ses parents. Ils l'appelèrent Kahuila, d'après le nom de l'arbre. Elle avait une jolie petite tête très pâle, mais sa coquille était forte, foncée et bombée, extrêmement solide pour une créature si jeune. Kahuila aperçut l'étang clair et frais et s'y dirigea, heureuse d'avoir une maison tout à elle. Elle nagea profondément en faisant des bulles argentées qui éclataient à la surface. Bientôt, de jeunes enfants humains découvrirent l'étang. Kahuila les laissa monter sur son dos lorsqu'ils étaient fatigués et se transformait parfois en jeunes filles pour jouer avec eux. Quand les enfants venaient pour se baigner dans l'étang et apercevaient des bulles qui remontaient à la surface, ils savaient que Kahuila était là et qu'elle veillerait sur eux. D'où le fait que sur la carte est représenté un enfant qui dort sur sa carapace. Alors, concernant l'animal, l'un des moments forts dans ma vie est d'avoir eu la chance d'assister à l'éclosion de dizaines d'œufs de petites tortues de mer, une nuit au clair de lune sur une plage d'Afrique de l'Est. Je les ai vus sortir du sable, dévaler la dune et se diriger vers la lumière brillante de la lune, luttant vaillamment pour atteindre la sécurité de l'océan. Certaines semblaient confuses, ne sachant pas si elles devaient suivre la lumière de la lune ou celle d'un hôtel de bord de mer très éclairé. Certaines ont même été retrouvées en train de crapahuter dans les couloirs de l'établissement. En berçant doucement l'une de ces petites vagabondes dans ma main et en la regardant de plus près, j'ai été très émue de voir que cette petite merveille verte avait une minuscule tache de sang sur son ventre. J'en ai pris une autre. Celle-là en avait une aussi. En les relâchant dans l'océan sombre, j'ai pensé « Ah, donc les bébés tortues ont, eux aussi, un nombril à la naissance. » En moyenne, sur 100 œufs pondus et éclos, un seul arrivera à maturité. Tel est le destin des tortues de mer. Cependant, cette tortue vivra plus de 50 ans. Les femelles s'accouplent en mer et retournent ensuite sur leur lieu de naissance, où elles pondront à leur tour, tranquillement et solitairement, une couvée d'œufs pendant la nuit. Les exceptions sont les tortues de Kemp, qui arrivent en masse pendant la journée, un phénomène appelé l'arribada. Les tortues sont l'une des seules créatures à manger des plantes aquatiques, un processus cyclique essentiel pour la santé et la stabilité de l'écosystème. Les autres aliments courants des tortues sont les méduses, les escargots, les éponges et les crabes. Les œufs pondus et non éclos finissent par s'effriter et nourrir les plantes dunaires. Une caractéristique de nombreuses espèces de tortues est la migration sur de longues distances de 1200 km ou plus vers des territoires de reproduction. Et oui, comme les tortues de mer d'un célèbre dessin animé, elles surfent sur les courants. Alors, concernant la magie de la tortue de mer, la magie des tortues marines nous offre la stabilité et la résilience quand vous désirez voir quelque chose se réaliser, sans pour autant vouloir forcer les choses pour les obtenir, comme vous l'avez peut-être fait habituellement. Surfez sur la vague de la magie des tortues de mer avec souplesse et en toute sécurité. Les tortues de mer parcourent de longues distances en se laissant porter par les courants. Vous pouvez vous aussi le faire avec énergie et refuser d'être mis sous pression. Il faut parfois accepter la main secourable de quelqu'un de plus stable pour pouvoir vous reposer un peu. C'est l'une des belles leçons des tortues.
Alors, concernant le statut, les 7 espèces de tortues de mer figurent toutes sur la liste rouge de l'UICN, des espèces en voie de disparition ou en danger critique d'extinction. Pour aider à les protéger, prêtez attention aux aires de nidification. Éteignez toute lumière ambiante afin que les nouveau-nés se dirigent vers le reflet de la lune dans l'eau. Faites en sorte que la mer reste propre en nettoyant les plages et en réduisant l'utilisation du plastique. Signalez les magasins qui vendent des produits issus du braconnage et soutenez les efforts qui interdisent la pêche à la palangre. Alors, donc ensuite, nous allons aller voir la carte du cerf avec le pouvoir. Le pouvoir. Donc, vous êtes suffisant tel que vous êtes. Vous êtes respectable. L'éthique fait partie de la construction de votre véritable pouvoir personnel. Tenez-vous fermement devant les intimidateurs et respectez vos limites avec ténacité. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, mais restez humble dans votre façon de voir les choses. Alors, concernant la mythologie du cerf, Actéon, fils d'Aristée et d'Autonoé, est et élève de Chiron, chassait avec ses amis et sa célèbre meute de chiens dans les forêts près du mont Olympe. Il s'enorgueillissait de ses prouesses en tant que chasseur et ne rentrait que rarement chez lui sans gibier. Il se vantait auprès de ses amis, autour de coupes de vin, qu'il était l'égal de la déesse Artémis, et rien d'autre ne l'intéressait plus que de pratiquer ce en quoi il excellait. Un jour, il se sépara de ses amis et s'éloigna dans la forêt. En traversant un épais bosquet, il aperçut un étang d'eau couvert de roseaux. Une fois sa vue dégagée, il vit une femme qui se baignait dans l'étang, qui n'était autre qu'Artémis en personne. Elle était si belle. Actéon se dit qu'en toute bienséance, il devait s'en détourner rapidement. Mais sa beauté était telle qu'il voulut rester pour la regarder, ne serait-ce que quelques secondes de plus. C'est alors que la déesse se retourna. Elle vit Actéon et fut scandalisée par cette transgression de ses secrets. Aucun homme ne devait la voir et en parler. Elle s'adressa à Actéon et lui fit savoir que s'il parlait d'elle à quelqu'un, il serait transformé en cerf. Actéon prit peur et s'enfuit. Il était terrorisé, mais il savait que les autres participants à la partie de chasse n'étaient pas très loin. Il les entendit l'appeler et sans réfléchir leur répondit où il était. Il fut alors instantanément transformé en grand cerf. Ses chiens, bien entraînés, flairèrent le cerf et se mirent à le poursuivre. Actéon courut aussi vite qu'il le pouvait, ses grands bois sifflant dans le vent. Mais les chiens parvinrent à l'acculer contre de grosses pierres. Il essaya de les appeler par leur nom, mais tout ce qui sortait de sa bouche était des mugissements, et il fut déchiqueté par ses propres chiens de chasse. Le chasseur était devenu la proie. Artémis est souvent représentée avec des cerfs à ses côtés. Pour cette chasseuse protectrice de la forêt et qui a horreur de la cruauté, le cerf est un symbole de ces deux aspects. Dans de nombreuses cultures, le chevreuil ou le cerf étaient des symboles de pouvoir et on les retrouve sur les armoiries royales en Europe et dans les pays nordiques. Alors, concernant l'animal, les cerfs sont de magnifiques créatures qui font depuis longtemps partie de la vie des hommes. La chasse aux cerfs est l'une des pratiques les plus anciennes et constantes de toutes les chasses aux animaux, ce qui est confirmé par les dessins paléolithiques. Les cerfs offrent de la viande, du cuir, des peaux et des bois. Nos ancêtres utilisaient l'animal tout entier
et les cultures qui pratiquent encore la chasse aux cerfs de façon traditionnelle ont tendance à faire de même. On trouve le cerf dans une grande variété d'habitats, principalement la forêt et la toundra. Et certaines espèces peuvent survivre en altitude. Tous les continents ont des cerfs endémiques, sauf l'Antarctique et l'Australie. Ils savent très bien sauter, nager, courir rapidement et réagir instantanément face aux dangers. Les cerfs sont des animaux qui vivent en troupeau, avec généralement un mâle dominant et de nombreuses femelles et jeunes. La plupart des espèces ont des bois qu'ils perdent une fois par an et qui sont utilisés par les mâles comme une arme dans les combats pour la dominance et le droit de se reproduire. De grands bois symétriques peuvent indiquer de bonnes caractéristiques génétiques et ils font partie des attributs des mâles qui attirent les femelles. Les cerfs utilisent également leur bois pour se défendre contre les prédateurs comme les loups. Leur poids et leur puissance combinés à leur bois pointu leur permettent d'être à la hauteur des prédateurs. Alors, concernant la magie des cerfs, la magie du cerf est celle du pouvoir personnel. Lorsque vous vous sentez petit et impuissant, visualisez un cerf avec sa couronne de bois et à vos côtés qui vous offre sa présence et sa force. L'énergie du cerf est également idéale pour guérir le corps lorsqu'il est affaibli ou pour voyager dans d'autres dimensions comme le faisaient les peuples nordiques avec la magie Seidr. Alors, concernant les symboles des bois de cerf, une femme avec un arc et des flèches, accompagnée d'un cerf, un écusson ou marquage textile avec un cerf. Et concernant le statut, il existe actuellement 23 espèces de cerfs en voie de disparition. C'est quand même triste de voir en fait tous ces animaux, parce que depuis tout à l'heure, on en voit énormément qui sont en voie de disparition. C'est quand même vraiment triste qu'il y en ait autant, en fait. Qu'il y en ait autant. Alors, donc là, non, c'était la carte du cerf. On va maintenant aller voir la carte du rhinocéros, en espérant que lui ne soit pas en voie de disparition aussi, quand même. Alors, le rhinocéros... Le rhinocéros. Ah bah, je peux vous dire, déjà, je tombe sur la page en danger critique d'extinction. Donc, bon, bah, si là, on a un tirage où c'est que des animaux en voie d'extinction, quand même. Hein. Alors, qui nous amène la modération. Rechercher la modération en toutes choses. Trouver la voie du milieu. Rien n'est tout noir ni tout blanc. Être passionné par quelque chose est positif. Mais devenir obsédé par cette chose ne l'est pas. Laissez derrière vous tout ce dont vous n'avez plus besoin. Donc là, on est sur une carte modération. Trouver l'équilibre aussi. Voilà, trouver trouver l'équilibre en fait, ou la modération. Alors ça peut être dans son pouvoir, parce qu'il y a un pouvoir à l'autre là. On avait vu aussi que c'était aussi représenté par l'orgueil, par le fait d'être mieux que les autres ou quoi que ce soit. Donc se modérer peut-être dans ses pensées. Et puis la stabilité. On était aussi là sur une carte de protection, hein, puisque la tortue, elle protégeait les enfants là qui se baignaient aussi. Alors, donc la mythologie du rhinocéros. Agni, le dieu du feu dans la mythologie védique ou hindoue, chevauche un rhinocéros avec une immense corne qui dégage tout sur son passage, ouvrant la voie pour tous. On dit qu'il est la source de toutes les passions et qu'il peut soit brûler de façon bénéfique, soit devenir hors de contrôle. Agni représente le feu qui bénit et qui purifie, le feu autour duquel un homme et une femme marchent le jour de leur mariage, symbolisant le foyer, et le feu qui permet de préparer la nourriture. Il représente aussi le feu de la passion qui entraîne la jalousie et la rage, détruisant les relations jusqu'à ce qu'elles soient réduites en cendres. Ce type de feu peut incendier la nature ou votre maison.
Annie nous pousse à être modérés, à chercher la voie du milieu et de l'équilibre. Alors, concernant l'animal, il reste 5 espèces de rhinocéros dans le monde qui sont toutes en voie de disparition. Ceci est principalement dû au commerce de leurs cornes à des fins dites médicinales et à la perte de leur habitat. C'est en Asie, en particulier au Vietnam, que se trouve le plus grand marché de cornes de rhinocéros. Bien que l'abattage des rhinocéros pour leurs cornes soit illégal, le braconnage est devenu si répandu que leur nombre a chuté. Le dernier rhinocéros blanc mâle est mort au Kenya en 2018. À l'état sauvage, les rhinocéros adultes n'ont pas d'autres prédateurs naturels que l'homme. Bien qu'il arrive que des bébés rhinocéros soient tués par des chiens sauvages, des crocodiles et certains félins. Les rhinocéros se distinguent par leur forme. On dirait qu'ils portent une armure de combat et par leurs cornes constituées principalement de kératine, une protéine présente dans les cheveux et les ongles. Cet animal imposant pèse en moyenne 700 kg. Il est d'ordinaire calme et discret et assez méthodique dans sa façon de se rendre aux mêmes endroits chaque jour, ce qui fait de lui une cible facile pour les chasseurs. Les rhinocéros ont une assez mauvaise vue, mais un très bon odorat. Ils ont également une lèvre supérieure préhensible, très sensible, qui leur permet de discerner les plantes dont ils se nourrissent. Et concernant la magie, donc la magie du rhinocéros est un magnifique équilibre entre force et modération. La puissance de cet animal est extraordinaire, mais elle est équilibrée par son calme et sa retenue. Concernant les symboles, donc la corne, le dieu du feu chevauchant un rhinocéros et également le feu. Et concernant son statut, comme je vous disais tout à l'heure, en danger critique d'extinction. Donc voilà pour les cartes, vraiment là comme on a vu, hein, c'est une force tranquille, une force calme, donc faire preuve de modération, faire preuve de stabilité aussi, puisqu'on a la stabilité là, concernant sa prise de pouvoir, concernant le fait de vouloir peut-être dominer l'autre, dominer une situation ou quoi que ce soit. Voilà, vraiment gardez bien, j'allais dire les pieds sur terre, il n'y a pas forcément des pierres d'ancrage, mais attention de ne pas tout faire partir en fumée quand on veut trop dominer les autres ou quand on veut trop prendre le dessus par rapport aux autres, quoi. Voilà. Rester bien stable dans sur son chemin, sur sa vie, profiter de ça. En fait, le pouvoir, c'est aussi la souveraineté, c'est aussi trouver, comme il disait, un bon équilibre entre le fait de vouloir dominer les autres et le fait d'être dominé par les autres aussi, hein. Donc voilà, trouver un bel équilibre entre les deux, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que notre carte du pouvoir, là, du cerf, est entourée entre de l'eau et le feu, qui amène du coup un équilibre entre les deux aussi, quoi. Voilà donc pour les tirages que l'on peut avoir avec ce genre de jeu, là, la sagesse divine des animaux. Donc on n'est pas tellement sur un tirage qui va apporter vraiment des questions concrètes, hein, des réponses concrètes à des questions, mais plutôt sur des guidances et savoir sur quel animal, animal totem ou animal de pouvoir, on peut faire appel dans des situations qu'on a besoin justement de solutions, quoi, en fait, hein. Voilà donc, je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt.